Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 312e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, les finances publiques, l'économie, la gestion, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 312e édition, nous avons retenu pour thème les grands défis de la profession comptable. Pour avoir cette émission, nous avons le privilège d'accueillir un grand serviteur de la profession comptable en Haïti, un chercheur, un professeur et également l'associé responsable, le manager du cabinet LD Conseil. Je veux citer le professeur Luc Duval, SCPH. Professeur Duval, bienvenue à notre émission. Merci, chers confrères, pour l'invitation et un salut spécial à toutes et à tous. Merci. Merci, professeur Duval. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise une conférence mensuelle sur le thème Jeudi mensuel. C'est un événement qui est ouvert au grand public, aux professeurs, aux étudiants, aux membres de l'Ordre. L'Ordre reçoit également des inscriptions en son local, au numéro 17 de la rue El Bossan. Et ceux qui voudraient s'inscrire sont prêts de passer à l'Ordre de 9h à 4h PM. À chaque émission, nous vous apportons quelques éléments d'information. Nous vous renseigner sur les jetons de présence, leur traitement fiscal. Dès qu'on parle de jetons de présence, on parle des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés anonymes, membres du conseil d'administration particulièrement. C'est un mode de rémunération aussi des assemblées, jetons de présence. Le jeton de présence, fiscalement, donne lieu à une retenue de 15%, une retenue à la source. Ça veut dire que si un dirigeant a droit à 100 gourdes, eh bien, il va recevoir 85 gourdes et les 15 gourdes seront versées en son nom à la Direction générale des impôts. Et ceci du 1er au 15 qui suit le paiement. Donc, le jeton de présence doit être inséré dans la déclaration définitive du bénéficiaire et lui, il pourra récupérer la retenue à la source. À cette 312e édition, le thème, c'est les grands défis de la profession comptable. On parle de profession comptable, on parle de profession organisée, on parle nécessairement d'obligations, de responsabilités. Eh bien, au cours de l'émission particulièrement, nous aurons à faire état de l'organisation de la profession comptable, des responsabilités des experts comptables, voir aussi les packs de l'ouverture des marchés, de la circulation des capitaux, mais pas de la technologie. Ce sont des éléments-là que nous aurons à voir avec notre invité, professeur Duval. Et d'entrée de jeu, nous demandons professeur Duval, comment pourrait-on voir le contenu du concept même de profession comptable? Pour qu'il n'y ait pas de confusion, professeur Duval. D'abord, quand on parle de profession comptable, on désigne un large marché de services qui embrasse deux catégories de missions. En fait, des missions qui peuvent être divisées en deux grandes catégories. Il y a, premièrement, des missions de certification, qu'on peut appeler aussi des missions d'assurance, et des missions de conseil. On parle de missions d'assurance, de certification, pour toutes les missions dans lesquelles le comptable doit donner une opinion, certifier une information, certifier des comptes
ou encore donner des conseils sur des décisions à prendre. Dans cette catégorie, il y a pas mal de missions qu'on pourrait définir, mais on va d'abord passer à l'autre catégorie. Et deuxièmement, le comptable a une mission maintenant d'exécuter des travaux orientés vers la production d'informations financières, préparation d'état financier, préparation de toutes sortes de rapports destinés à permettre à ses clients de prendre les décisions. De sorte que quand on parle ici de mission d'exécution, il faut distinguer premièrement les missions qui consistent d'abord à élaborer les systèmes, tenir l'information, produire des rapports financiers et en même temps d'autres missions très diversifiées qui consistent à exécuter des travaux suivant des procédures convenues par les clients. Ce qu'il faut retenir dans l'exercice de la profession, c'est qu'il y a en conséquence deux choses à prendre en compte. C'est que premièrement, qu'il s'agisse de missions de certification, d'assurance ou de missions d'exécution comme la comptabilité et autres, toutes les missions visent à fournir des informations non seulement à destination d'un client, mais aussi pour le marché en général, pour la défense de l'intérêt général. Autrement dit, le comptable produit l'information, le comptable vérifie l'information, mais au nom de l'intérêt général. De sorte que la base de la profession comptable, c'est une relation de confiance, et tout ce qu'on fait dans la profession, on dessert l'intérêt général. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si je travaille pour une entreprise, quand je traite l'information comptable, je passe des écritures, je prépare un rapport, par exemple, je dois penser que ce rapport que je prépare n'est pas destiné uniquement au client qui m'a engagé, mais c'est un rapport qui peut être utilisé par toutes sortes d'utilisateurs, des entreprises, des dirigeants d'entreprise, des investisseurs, des fournisseurs, des clients, l'État, etc. C'est pourquoi l'intérêt général et la confiance constituent la base de la profession. Autre chose, il ne faut pas confondre le professionnel comptable qui a cette mission de produire l'information, de certifier l'information, avec la fonction de comptable. Très souvent, on fait cette confusion. Dans une entreprise, par exemple, et quelqu'un qui a appris la comptabilité, soit à l'école, soit à l'université, ou sur le tas, peut occuper une fonction. On va l'appeler comptable. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Parce que finalement, je peux avoir une entreprise où un employé passant de la fonction de messager peut arriver à la fonction de comptable pour avoir appris sur le tas les rudiments de comptabilité nécessaires pour l'entreprise. Finalement, ce comptable-là va être nommé, ce messager va être nommé peut-être en premier moment, je ne sais pas, commis comptable, il va apprendre, devenir comptable, etc. Même chef comptable. Là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Autre chose, au niveau des finances publiques, on parle aussi de comptable public. Là encore, ce n'est pas le comptable professionnel. Le comptable public, c'est celui qui s'occupe des finances publiques et qui va être impliqué ou bien dans l'engagement des dépenses de l'État, ou bien dans la comptabilisation de ces dépenses, l'ordonnancement, la comptabilité de ces dépenses, ou bien qui ont une responsabilité pour contrôler aussi l'exécution de ces dépenses. De sorte qu'ici, on parle de comptable, dans le sens de comptable de fait, c'est-à-dire ceux qui occupent des fonctions et qui tout naturellement les mettent en position de rendre compte parce que, en amont, ils ont la responsabilité d'approuver ou encore d'ordonner les dépenses. C'est pourquoi, par exemple, un médecin devenu ministre, je ne sais pas, de la santé publique,
bien ministre de l'Éducation nationale devient automatiquement un comptable. De fait qu'il doit rendre compte et qu'il ne faut pas confondre avec le métier même de comptable et qui est réservé à des professionnels réunissant des conditions d'abord de formation, des conditions d'indépendance suffisantes et aussi des conditions d'expérience dans la profession et qui doivent desservir un public large, tant du secteur privé, du secteur public, etc. Voilà ce qu'on appelle comptable. Donc, en peu de mots, c'est un professionnel indépendant et qui fout des services, qui est un producteur d'informations. Et l'intérêt du public, je dirais, c'est sa préoccupation majeure, principale. Professeur Duval, puisque nous parlons de la profession comptable, il serait indiqué de faire la lumière sur l'organisation de la profession comptable. D'abord, si on regarde l'organisation de la profession comptable au niveau international d'abord. C'est une profession qui est organisée au niveau international. Et avant de donner les détails sur l'organisation, il doit faire comprendre peut-être 3 grandes périodes historiques dans l'évolution de l'organisation actuelle de la profession. D'abord, il faut considérer la profession avant les années 70, particulièrement où il y avait plutôt une organisation centrée sur le local, sur le national. Même s'il y avait déjà des velléités d'émettre des normes internationales, particulièrement, on le verra au niveau de certaines instances européennes particulièrement, mais c'était centré au niveau local. C'est-à-dire chaque pays faisait sa comptabilité comme bon lui semblait, etc. Et puis, il y avait quand même quelques grands pays qui avaient certaines influences, dont 2 pôles principaux. 2 pôles principaux, c'est d'abord la France et puis les États-Unis d'Amérique du Nord. À partir des années 70, à la faveur de la crise pétrolière et aussi à cause de la montée de l'inflation, les problèmes de variation de prix ont fait comprendre que finalement les mesures comptables antérieures étaient insuffisantes parce que ces mesures étaient basées uniquement sur les prix constants, c'est ce qu'on appelle l'ignorance de l'inflation. Et c'est à la faveur de cette mouvance que dans les années 70, on allait créer un certain nombre d'instances internationales chargées de commencer à normaliser la profession, c'est-à-dire émettre des normes pour la profession. C'est ainsi que les premiers mouvements ont commencé particulièrement aux États-Unis, particulièrement en Angleterre, avec d'abord, d'une part, une nouvelle fonction, une nouvelle mission qu'on fait à l'AICPA et AICPA, qui est une corporation américaine, pour pouvoir réfléchir sur les grands objectifs de la comptabilité. Parallèlement à ça, la création de l'IFAC au début des années 70, et aussi on a aussi l'émission, la vulgarisation de l'émission des normes internationales qui était jusqu'ici édictée sur le plan comptable par l'AIC. Donc, après cette phase où on a la création de toutes ces instances internationales, on va arriver à 2001. Et c'est à partir de 2001, en avril 2001, qu'il va y avoir la réforme de l'IFAC qui va mettre toute la profession comptable, c'est-à-dire le contrôle de la profession comptable, sous un seul chapeau. Premièrement, à la faveur de la réforme d'avril 2001, l'IFAC est reconnu comme étant le régisseur, l'organe mondial qui va régir la profession, etc., concernant les normes, etc. Les normes de comptabilité jusqu'ici émises, qu'on appelle les IAS, qui étaient émises par l'Association des normes internationales de comptabilité, qui était plutôt d'obédience anglaise, vont être absorbés par l'IFAC et coiffés par un comité qu'on appelle l'IASB, International Accounting Standard Board.
Et à partir de cela, maintenant, la nouvelle directive, c'est que l'IFAC va établir la hiérarchie des normes de la profession. Parce que jusqu'ici, et jusqu'en 2000, on pensait toujours que quand on parlait de normes de comptabilité, on faisait surtout référence aux normes internationales de comptabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui les IAS, International Accounting Standard, et les IFRS. Bon, IFRS pas encore même. Et deuxièmement, quand on parlait de normes de comptabilité, on pensait aux normes d'audit, autrement dit, on pensait aux normes d'exercice de la profession. Aujourd'hui, quand on parle de normes de la profession, on pense plutôt à deux grands chapeaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les normes de comportement qui sont considérées comme étant les normes prioritaires. C'est comme la constitution d'un pays. C'est ça. On vous dit que la première norme de la profession, c'est le code d'éthique. Alors qu'avant, on parlait moins de code d'éthique. Deuxièmement, les normes de comportement, il y a les normes de contrôle de la qualité des travaux réalisés par les experts indépendants et les cabinets, qu'on appelle les normes de contrôle qualité. Troisièmement, il y a les normes d'éducation. On pense aussi que dans la profession, et pour que la profession serve l'intérêt général correctement et arrive à convaincre par la confiance sur le plan international, il faut, à côté de l'éthique, la formation continue. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le chapeau principal, il y a aussi les IES, International Education Standard, qu'on a tendance à appeler aujourd'hui les normes de développement professionnel. Ça, c'est un premier aspect sur le plan normatif. Maintenant, il y a les normes d'exercice de la profession qui sont coiffées aussi par autant de comités au sein de conseils au sein de l'IFAC. Il y a les normes de comptabilité, internationales de comptabilité, les normes IAS et IFRS, qui sont émises par l'IASB, International Accounting Standard Board. Alors qu'avant, on avait l'IASC, International Accounting Standard Committee, jusqu'en 1973, mais là, on passe à IASB. Dans la foulée aussi, des normes pour le secteur public en comptabilité ont été émises, inspirées des normes IAS et IFRS, ce qu'on appelle les IPSAS. Normes de comptabilité pour le secteur public. Alors en anglais, c'est International Accounting Public Sector. Non, c'est pas bon, IPSAS. International Public Sector Accounting Standards. IPSAS. IPSAS. Donc, les IPSAS inspirés des normes IAS et IFRS. Ensuite, il y a les normes d'assurance en général, qu'on vient amplifier. Avant, il y avait seulement peut-être ce qu'on appelait les normes d'audit classiques. Et le SIG, c'est International Auditing on Assurance. Les ISA, International Standard on Assurance. Les normes d'audit et d'assurance en général, qui comprennent les normes. Il y a les normes d'audit, les ISA. Deuxièmement, il y a les normes d'audit spécifiquement qui regardent la question financière et bancaire, qu'on appelle les IAPS. Il y a les normes d'exécution des procédures convenues, SISS, etc., etc. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, parce que ça c'est l'aspect technique, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que en 2001, on est passé d'une conception basée sur la comptabilité regardant le passé, la comptabilité basée uniquement sur le coût historique, à un autre modèle de comptabilité qui doit plus ou moins regarder le futur. La juste valeur. La juste valeur. Et puis, dans la même veine, on a aussi amplifié, amélioré ou encore éliminé pas mal de normes de la profession. Maintenant, sur le plan organisationnel pur, c'est que l'IFAC prenant le contrôle, aujourd'hui, les instances régionales qui s'occupaient ou bien de l'exercice de la profession ou bien des aspects de communication entre les professionnels, notamment si on prend par exemple en Amérique et l'AIC, Association interaméricaine de comptabilité, si on regarde au niveau de la francophonie, l'IFAC, la Fédération internationale des comptables,
FIDEF, toutes les organisations régionales se regroupent maintenant sous le label de l'IFAC. De même, les grands pays là, qui étaient en amont de l'émission des normes de manière éparse et séparée, si on prend le Canada, ICCA, je ne sais pas, on prend la comptabilité au niveau, le FOSBI ou bien l'AICPA au niveau américain. Maintenant, tous les pays, si on va aussi en Angleterre, etc., en France, tous les pays s'accordent pour dire que nous allons nous mettre sous le seul label, de sorte qu'il y ait non seulement une normalisation internationale plus forte, mais aussi la capacité des pays qui ne suivent pas les normes internationales à pouvoir être bien au courant pour pouvoir fournir les informations qu'on appelle des informations d'harmonisation de l'information. De sorte qu'aujourd'hui, à travers le monde, même s'il y a des différences de pratiques entre d'un pays à l'autre, mais les normes sont tellement bien chapeautées par l'IFAC et aussi sont tellement, je dirais, diffusées d'une manière large. Même ceux qui pratiquent la profession par obligation légale, avec des différences par rapport aux normes internationales, sont suffisamment informés pour pouvoir, au besoin, fournir les informations complémentaires pour comprendre comment la profession est organisée, ou bien pour faire comprendre aussi les différences qu'il peut y avoir dans des traitements comptables d'un pays à l'autre. Autrement dit, de l'harmonisation internationale aussi, il faut voir que cet effort permet d'atténuer les différences nationales. Parce que de nos jours, tous les pays qui fonctionnaient, qui de manière éparse et qui faisaient leur comptabilité selon des modèles spécifiques, et voulant maintenant rentrer dans le jeu de ce qu'on appelle la globalisation et l'intégration économique, de plus en plus essayent d'adopter au niveau international tout ce qui peut être adopté sans enfreindre les lois nationales. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a vraiment ce chapeau où toutes les corporations dignes de ce nom sont directement ou indirectement membres de l'IFAC, de même que toutes les associations régionales, notamment l'AIC, la FIDEF, etc., sont aussi membres de l'IFAC. Très bien. Donc, la profession est organisée et l'IFAC, qui est la Fédération internationale de comptabilité, coiffe les organismes à la fois régionaux et nationaux. Oui. Mais pour Haïti, rapidement. Alors, ce qu'on regarde d'Haïti, c'est que la profession comptable, normalement, aujourd'hui, a, je dirais, comme pivot principal et comme organisation principale l'ordre des comptables. Bien que... Par rapport aux normes. On y reviendra, mais bien que d'autres instances étaient prévues, Oui, bon, mais qui n'existent pas. Oui. Alors, si on prend l'organisation de la profession en Haïti, si j'avais un tableau, je ferais un cercle. Oui. Dans ce cercle, il y a un grand cercle qui s'appelle l'IFAC. Très bien. Il y a un deuxième cercle dans ce cercle qui s'appelle, alors pour nous-mêmes, AIC, Association Interaméricaine de Comptabilité. Et puis un troisième cercle dans lequel on pourrait mettre l'OCPA, l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. L'Ordre des comptables a pour attribution, d'après le décret du 31 octobre créant l'ordre et l'arrêté du 11 novembre 1983 mettant l'ordre en application, l'ordre a pour attribution d'abord de contrôler l'accès à l'exercice de la profession comptable en Haïti, de défendre les intérêts des professionnels comptables et puis de promouvoir l'avancement de la profession. C'est ça. Et de sorte que sur le plan normatif, l'ordre d'abord est devenu membre de l'Association interaméricaine de comptabilité, je crois que peut-être en 1990, autour de là, 87. Et l'ordre a intégré officiellement l'IFAC le 28 mai 1998. Et pour intégrer l'IFAC, l'ordre a dû faire une déclaration formelle pour l'ensemble du pays, pour Haïti, disant que la République d'Haïti adopte, sous réserve de leur adaptation aux besoins, les normes internationales de la profession comptable. C'est ça. Encore faut-il que je fasse la précision. Quand on parle de normes internationales de la profession comptable, on a tendance à penser à normes de comptabilité, normes d'audit, mais je reprends encore parce que c'est très important quand on dit normes de la profession comptable. Il y a d'abord les normes de comportement, et puis ensuite les normes d'exercice de la profession qui sont
aussi variées qu'il y a de types de missions. Professeur Duval, vous avez fait un long développement, ce qui a trait à la définition de la profession comptable, son organisation, et également l'appartenance de l'OCPA à l'IFAC. Mais le thème de l'émission, c'est les grands défis de la profession comptable. Comment l'ouverture des marchés influence-t-elle l'exercice de la profession comptable? D'abord, si on regarde les grands défis ne viennent pas seulement de l'ouverture des marchés. On va y revenir. D'abord, il y a des défis qui sont liés même à la nature de la comptabilité. Parce que la comptabilité, nous l'avons dit au départ, ayant pour principale mission de produire l'information pour la prise de décision économique, c'est-à-dire pour tous les décideurs, etc., tous les acteurs de la vie économique, il est normal que la profession rencontre des défis liés même à l'évolution des besoins du marché, indépendamment de la technologie et de l'intégration économique. Comme les défis sont multiples, on va le voir s'arrêter un moment et on reprend sous peu. Ainsi, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 312e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème les grands défis de la profession comptable. Notre invité, le professeur Luther Duval, FCPH. Avant la pause, professeur Duval établissait la relation entre l'ouverture des marchés. Alors, nous voulons dire que l'ouverture des marchés implique la recherche d'opportunités, le déplacement des capitaux. Que l'on soit au Japon, en Haïti, on peut rechercher l'opportunité aux États-Unis et ailleurs. Donc l'ouverture de marché, comme il a bien dit, ce n'est pas l'unique élément qui justifierait un défi de la profession comptable. Mais ça sert de leitmotiv, de conséquence, puisque quelque part, celui qui investit au Japon ou aux États-Unis dans une entreprise en France, il a besoin d'informations financières. D'où la célérité. Donc, le professeur Duval veut nous faire plus ou moins la relation qui peut exister entre la profession comptable et l'ouverture des marchés, entendu comme étant la recherche d'opportunités par les agents économiques. Justement, à la clôture de la première partie, on parlait quand même de l'effet, même de l'évolution normale des affaires sur la profession comptable. C'est-à-dire la profession est toujours en constante mutation et était toujours en constante mutation parce que la profession est appelée à évoluer avec le temps. Les faits économiques et sociaux. Mais il faut regarder aussi que de notre côté, que ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être beaucoup plus la globalisation, peut-être de ça que vous voulez parler aussi, l'intégration économique, a une incidence considérable sur la profession en général, la profession en tant que telle, et sur les professionnels considérés individuellement. D'abord, quand on parle de l'ouverture des marchés, il faut voir que le marché de la profession, je parle de marché ici, c'est un deuxième marché en termes de la gamme de services de la profession, c'est largement amplifié et des besoins nouveaux se précisent de jour en jour. Quand je dis la gamme des services, on peut imaginer que il y a 20 ou 25 ans, le professionnel comptable n'était pas aussi impliqué qu'aujourd'hui dans la conception de systèmes d'information. Et aujourd'hui, qui dit système d'information, veut dire système d'information informatisé. On est appelé à conseiller lorsque nous ne sommes pas appelés à monter les systèmes. Et là, il faut bien comprendre les enjeux technologiques. Deuxièmement, la libre circulation des personnes, des biens, encore amplifiée par les facilités technologiques, nous mettent en demeure de communiquer facilement
journellement, quotidiennement, et d'être toujours en contact en temps réel avec l'extérieur. De sorte que un grand défi majeur, c'est cette capacité d'abord à communiquer avec l'extérieur qui nous met en demeure de maîtriser une ou plusieurs langues étrangères majeures. Par exemple, pour nous, et je parle en Haïti, d'Haïti, pour nous en Haïti, il est primordial de plus en plus pour les professionnels d'aujourd'hui et de demain de maîtriser l'anglais, d'être capable de produire des rapports, de communiquer en anglais et en espagnol. Et ça, je le dis particulièrement pour les étudiants d'aujourd'hui. Je vois parce que je constate, étant revenu à l'université il y a seulement environ 1 an, après près de 6 ans de congé sabbatique, j'ai comme l'impression qu'il y a aujourd'hui moins d'étudiants en sciences comptables à parler l'anglais qu'en 1980, moi-même, quand je sortais de l'INAGUI. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus de pression maintenant sur le plan professionnel. Il y a moins d'étudiants à parler l'anglais aujourd'hui. C'est ce que je constate. En tout cas, dans mes 2 ou 3 salles de classe, sur les 3 derniers semestres, j'ai fait des statistiques pour constater qu'il y a très peu d'étudiants à avoir un minimum en anglais et en espagnol, alors que dans le temps, en 1980, c'était quasiment 40 ou 50% de la classe qui pouvait quand même s'exprimer plus ou moins en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça a un rapport uniquement avec les classes que j'ai fréquentées, mais quand même c'est une préoccupation pour moi. À côté de cette question de langue, etc., besoin de communication maintenant, il y a aussi l'évolution des techniques. L'évolution des techniques d'abord pour répondre aux besoins de pouvoir fournir des services à distance. Je ne parle pas de commerce électronique en tant que tel, mais aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de services comptables, de services d'audit, et notamment des missions d'examen et autres qu'on peut donner à distance. Et là encore, il faut pouvoir être capable de travailler dans l'interdisciplinarité. Parce qu'une autre conséquence du phénomène de la globalisation et de l'intégration économique, c'est que de plus en plus, les clients ont tendance à offrir des paquets de services sous la coordination du comptable. C'est-à-dire, on demande par exemple au comptable non seulement de faire les démarches pour l'intégration, je ne sais pas, d'une firme étrangère en Haïti, pour le montage du système comptable ou bien du système d'information financière, et c'est le comptable qui va chercher l'avocat, il va chercher aussi peut-être, je ne sais pas, l'informaticien ou bien, vous voyez, le technicien approprié. Et on fait aussi, dans ce paquet de services, des demandes, par exemple, sur la législation du travail, le droit de la sécurité sociale dans le pays, sans compter d'autres aspects juridiques concernant les contrats et autres, etc. Oui. Autrement dit, le professionnel comptable devient un courroie et quitte à ce courroie de pouvoir chercher et s'allier d'autres professionnels pour pouvoir travailler. Et c'est pourquoi le travail dans l'interdisciplinarité devient fondamental ici comme enjeu. Et c'est pourquoi non seulement les firmes seront de plus en plus appelées à travailler avec des professionnels de diverses disciplines, mais les firmes sont de plus en plus appelées à s'intégrer dans des groupes et des groupes multidisciplinaires pour pouvoir répondre à ces besoins. À côté de ces défis, il y a aussi peut-être un autre défi qui concerne la participation de la profession ou bien l'attente qu'on a de la participation de la profession dans la lutte contre la criminalité et le cyberterrorisme. On parle de criminalité, de cybercriminalité, le blanchiment des avoirs, etc. Et on est au courant quand même des dispositions découlant des recommandations du groupe financier international, du GAFI, concernant l'obligation, par exemple, de déclaration de soupçons, l'obligation de prendre des précautions et dans l'acceptation et la reconduite des missions pour éviter d'être quand même
dans la profession des professionnels au service de la criminalité et, je dirais, de la corruption internationale. Voilà, par exemple, certains défis. Autre défi majeur, c'est que de plus en plus aussi, la cybercriminalité, aussi bien que les crimes au niveau transnational en général, exigent de nouvelles techniques de vérification qui aboutissent à ce qu'on appelle aujourd'hui le forensic accounting ou bien forensic audit ou bien ce qu'on appelle la jury-comptabilité au Canada, etc. et qui demande quand même des spécialisations non seulement en matière d'audit, de technologie, mais en matière aussi de procédure de conduite de dossiers internationaux. Tout ce paquet mis ensemble pour former quand même un autre corps de profession, et c'est un champ qui sera de plus en plus alléchant pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont en sciences comptables, en administration, en finance. C'est une filière qui va être, et peut-être la filière la plus porteuse pour la profession à l'horizon des 5 à 10 prochaines années. Et c'est pourquoi on devrait conseiller à des jeunes qui ont l'opportunité de voyager ou bien de recevoir une formation quelconque, un séminaire sur cette technique-là, surtout la jury-comptabilité, de pouvoir prendre cette direction-là parce que de plus en plus, la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité en général, intéresse de plus en plus aussi les professionnels qui produisent des informations et qui peuvent, par leur, et je dirais, implication directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, peuvent être au service de la criminalité, parfois sans le savoir. Et c'est pourquoi il y a tout ça comme opportunité d'ouverture. Remarquez que de plus en plus aussi, et au niveau juridique, si par le passé, le comptable se confinait plutôt au conseil fiscal uniquement, de plus en plus, les comptables sont appelés à travailler aussi avec le système judiciaire pour pouvoir faire comprendre les enjeux, les informations, etc., interpréter, faire des analyses et autres. Et moi, je pense que c'est un domaine d'avenir aussi pour les jeunes, qui va donner beaucoup plus d'opportunités. Et c'est pourquoi tout jeune d'aujourd'hui doit non seulement essayer de maîtriser les techniques, les rudiments de la comptabilité, de l'audit, etc. De la finance, mais aussi du droit en général. Quand je parle de droit, le droit civil, le droit des affaires, le droit international, tant privé que public. Le comptable d'aujourd'hui et de demain, doit pouvoir, à côté de tout ce qu'on vient de dire aussi, problème de langue, etc., problème de technologie, doit pouvoir aussi se donner une solide formation juridique, sans vouloir remplacer les avocats, mais d'avoir une large compréhension, parce que de plus en plus, le comptable devient, au regard de l'international et sur le plan national, plutôt un chef d'orchestre, non pas qui va vraiment orchestrer comme pour la musique, mais qui va très souvent coordonner des mouvements d'arrivée d'investissement dans le pays pour dicter aux investisseurs étrangers particulièrement où aller, où trouver des cadres et ce que dit la législation du travail, etc. etc. Donc, le thème de l'émission, c'est les grands défis de la profession comptable. Puisque nous parlons d'ouverture du marché, nous parlons de l'influence de la technologie, obligation de rendre compte, le comptable professionnel doit être, je dirais, à la pointe de l'information, puisqu'il ne faut pas qu'il soit partie prenante, consciemment ou inconsciemment, dans le cadre de blanchiment des avoirs. En pareil cas, Duval, est-ce que le secteur public, l'État n'a pas une mission à remplir, une intervention à faire pour garantir tout ceci? Nous parlons de grands défis. D'abord, j'allais continuer quand même dans les défis, mais pour venir à ce que vous venez de dire, d'abord, de plus en plus, les États ont une responsabilité de faire des choix quant aux normes internationales.
crédit international, ici je ne parle pas de normes de la profession uniquement, normes de la profession générale, mais vous le savez très bien, au niveau par exemple de la lutte contre la criminalité, la cybercriminalité, le cyberterrorisme, tous les États ont aujourd'hui l'obligation de se positionner sur le plan international. Mais il y a un grand défi qui se pose aussi face à l'intégration économique mondiale et à la technologie. C'est ce défi qui découle des effets pervers même de cette intégration et des possibilités technologiques. Le revers de la médaille. Le revers de la médaille. Ce défi qui découle du fait qu'aujourd'hui, je peux acheter une marchandise en Allemagne, demander de délivrer la marchandise à Miami et me faire payer en Haïti. De sorte que la traçabilité des transactions devient de plus en plus difficile et à côté des techniques nouvelles dont on parle très souvent, on considère que ce qui peut protéger la profession même des tentations, je dirais, de manquement à l'éthique, c'est la formation du professionnel comptable dans le sens de le conscientiser pour une pratique plus ou moins moralisée. Donc l'éthique devient maintenant c'est un grand défi, là. Une garde-fou. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec la technologie et que personne, ou bien j'exagère en disant personne, mais que les autres ne pourront pas détecter facilement. Très bien. Professeur Duval, dans tout cela aussi, il y a le curriculum, la formation au niveau des universités. Il faut voir le contenu de nos cours, puisque vous avez parlé de nouvelles opportunités pour les experts comptables, la profession comptable. Bon. Maintenant, si on prend sur le plan éducationnel en général, d'abord il faut comprendre que premièrement, avant de voir le curriculum actuel, déjà il n'y a pas assez de filières. Il n'y a pas assez de filières dans la profession. Spécialisation, je ne sais pas, en audit, il n'y en a pas. On se débrouille. Spécialisation véritablement en fiscalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire, on apprend la fiscalité 2 ou 3 coups, mais il n'y a pas de champ de spécialisation dans ce domaine. Parce que quand on parle de fiscalité, ce n'est pas seulement la question du calcul des impôts et taxes qu'on a en sciences comptables, mais aussi la capacité à intervenir dans l'élaboration des politiques publiques. Tout ça peut rentrer dans le curriculum. Maintenant, ce qu'on a aujourd'hui encore comme curriculum en vigueur dans nos facultés, je ne sais pas, université de sciences comptables, je ne sais pas, école de comptabilité, d'abord ce sont des programmes qui datent de plus de 20-30 ans. Moi, quand je regarde, par exemple, hier, je regardais des relevés de notes de 2 ou 3 facultés ici, j'ai pu constater que le curriculum en vigueur était un petit peu en dessous du curriculum que j'avais suivi en 1980-84. Il y a un recul. Il y a un recul, il y a d'abord moins de cours, au niveau même de droit, etc., judiciaire, etc. Et il n'y a pas assez de cours même sur les questions d'informatique simples, sans compter les aspects juridiques qui ne sont pas adressés, et surtout la connaissance minimale des services financiers, bancaires et non bancaires, etc. Tout ça, ce n'est pas dans le curriculum. Et peut-être qu'on devrait faire peut-être une émission spéciale pour ça, pour voir les manquements qu'il y a dans le curriculum d'aujourd'hui. Et puis, nous avons parlé d'éthique. Aujourd'hui, on pense que c'est un garde-fou supplémentaire, indispensable pour la profession. Parce qu'il y a trop de choses qu'on peut faire sans être vu par les autres. Et si on devait évaluer les professionnels uniquement à partir des critères, je dirais, courants, objectifs, on aurait quand même une profession beaucoup plus embourbée. Je pense qu'il faut mettre chaque professionnel face à sa conscience et c'est en formant ce professionnel quant à ses devoirs et obligations d'ordre moral et éthique qu'on pourra limiter les dégâts. Donc, en termes clairs, il y a un besoin de revoir le contenu de nos cours puisqu'il y a 2 opportunités. Non seulement de revoir le contenu de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi d'aller vers d'autres champs
devez faire en fonction d'autres des filières besoins. en fonction des besoins, d'autres champs de spécialisation. Professeur Duval, puisque nous parlons des grands défis de la profession comptable, quels seraient alors vos conseils aux confrères et consoeurs? Est-ce que j'ai des conseils à donner aux confrères et consoeurs, toutes catégories confondues? Je ne crois pas. Je peux juste parler comme je le fais. Peut-être que ceux qui trouveront dans ma parole quelque chose, ils pourront quand même l'appréhender parce que je ne voudrais pas vraiment me présenter comme un donneur de leçons. Mais aux jeunes particulièrement. Je préfère parler aux jeunes. Je leur dirais que premièrement, ils doivent prendre conscience que ce qu'ils font aujourd'hui, comme je dirais, ce qu'ils reçoivent aujourd'hui comme formation, c'est déjà une formation déjà insuffisante. Et qu'il faut qu'ils aillent chercher encore par eux-mêmes d'autres connaissances et ou bien l'approfondissement de ce qu'ils ont appris à l'école. Deuxième chose, ils doivent regarder l'avenir d'une manière large en voyant une profession qui n'est pas limitée à des services comptables, fiscaux et de vérification, mais une profession dont le marché n'a pas de limite. Parce que finalement, le professionnel comptable est appelé lorsqu'il n'est pas obligé d'exécuter des services, mais à travailler avec d'autres professionnels, d'autres disciplines pour pouvoir coordonner et fournir des paquets de services aux clients. C'est pourquoi, par exemple, je peux me prendre un exemple. J'ai fait une formation en sciences comptables, mais j'ai une formation plus avancée en économie. Parce que j'ai fait quand même un DSS, un DEA en économie. J'ai fait une spécialisation en fiscalité. Aujourd'hui, je ne parle jamais d'économie, je ne dis pas économiste. Mais mes connaissances en économie m'aident beaucoup dans mes travaux de comptabilité. J'ai fait quelques cours, peut-être, je n'ai pas terminé, mais j'ai fait quelques cours de droit que j'ai volés dans ma jeunesse, parce que ce que je faisais, parce que après mes études en sciences comptables, je devais m'inscrire à la faculté de droit, et puis finalement, on m'avait demandé de venir composer. C'était quand même, l'examen tombait à un moment où on avait un stage à la DGI. Je ne pouvais pas laisser mon travail pour aller composer à la faculté de droit, mais je me suis amusé à aller assister aux cours pendant 1 an. Très bien. Mais ça m'aide aujourd'hui énormément à comprendre et ça m'a aidé dans mon travail. Donc aux jeunes, oui, vous invitez les jeunes à être plus curieux. Allez ajouter la question de la langue aussi. Une curiosité positive. La question de la langue est fondamentale. En 1984, à mon époque, on pouvait se permettre de prétendre arriver au plus haut niveau de la profession sans maîtriser une langue étrangère majeure. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible, mais ce sera beaucoup plus difficile. Ensuite, bon, comme vous voyez que l'on gagne du temps, on perd du temps un petit peu, je parle trop, mais je dirais que le comportement, l'éthique, je dirais, c'est le chapeau de la profession. On peut toujours apprendre tous les rudiments techniques. On peut être très bon en comptabilité, très bon en audit, très bon en fiscalité, etc. et ne pas réussir sa profession si on n'a pas ce minimum de comportement qui va nous donner ce minimum d'image. Donc science sans conscience. Qui puisse nous permettre de nous imposer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Professeur Duval, c'est bien dit, mais au secteur public, pour faire face aux grands défis de la profession comptable. D'abord, au secteur public, premièrement, il nous faut un nouveau cadre légal. Mais je dirais que ce nouveau cadre légal ne doit pas partir du secteur public directement. Non, initiative. Il faut que la profession comptable, notamment l'ordre des comptables, s'organise pour pouvoir présenter le nouveau cadre légal de la profession, parce que le cadre légal que nous avons et qui remonte à 1981 est largement dépassé aujourd'hui. Il le faut. Deuxièmement, il faut compter aussi avec le pouvoir législatif qui, si jamais ce nouveau cadre légal
finit par être présenté à la Chambre des députés, au Sénat, qu'il ne s'avise pas de prendre 2 ou 3 ans pour pouvoir donner suite à ce cadre légal. D'ailleurs, si on est encore vivant, on va les taquiner pour que cela passe vite et bien. Ainsi prend fin la 312e édition, qui a pour thème les grands défis de la profession comptable. C'était pour vous renseigner, vous informer. Nous disons un grand merci, professeur Duval, et nous rappelons un vieux proverbe chinois qui dit ceci. Quand le vent se lève, certains construisent des brise-vents, d'autres construisent des moulins. Sachons saisir les opportunités. Tout se fait avec le temps. Monsieur Duval, un grand merci et à vous tous, à bientôt. Moi de vous remercier. Merci.